Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 10e podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain Perronnet. Salut Sylvain. Salut Thomas. Comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. Bon, alors aujourd'hui tu viens pour parler de que du web, ensuite de Scrappy, du langage Python, tout ça. On va voir quelles sont les technologies à utiliser pour telle ou telle application. Mais bon, avant, même si bon, je pense que pas mal de personnes te connaissent, est-ce que tu peux faire une petite présentation Tout à fait, donc je suis Sylvain Perronnet, un des frères Perronnet, C'est ça. avec mon frère Guillaume, mais aussi ma sœur Lucie. Les frères Perronnet, en fait, c'est aussi une sœur, voilà. On le dit pas souvent, ça, c'est vrai. On le dit pas souvent, c'est un peu comme les trois mousquetaires qui sont quatre en fait. Nous, c'est les frères Perronnet, mais il y a une sœur. Voilà, donc on bosse ensemble pour le web. Mon frère est développeur, moi je suis plutôt profil scientifique, ma sœur est rédactrice. Donc ça, c'est les activités qu'on fait ensemble, avec notamment des formations. Mhm. C'est un peu ça ce qui nous a fait connaître. Des formations plutôt techniques sur voilà, les maths cachées derrière les moteurs, derrière le référencement, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est référenceur de tout ça. Et puis sinon, ma principale activité, moi, à titre personnel, alors, c'était d'être enseignant-chercheur jusqu'il y a quelques mois, et depuis presque 8 mois maintenant, je dirige un labo de recherche privée en fait sur l'algorithmique du web. Je fais des algos pour plusieurs clients, réseaux sociaux, banques, gros sites web, e-commerce, etc., autour de tout ce qui est analyse de données, data mining, tous les trucs un petit peu à la mode maintenant. Je travaille pas mal notamment avec Quant, pour qui je fais une grosse partie des algos. On travaille ensemble sur les algos contre le spam, pour améliorer la recherche, etc., etc. Quant qui a pas mal fait d'actu là ces derniers jours d'ailleurs, Ouais, c'est une une nouvelle version. Ouais. nouvelle version, voilà. Et donc avec déjà des algos qui sont nouveaux. Voilà. Ok. Bon, des gros projets alors, du coup. Ouais, ouais, pas mal de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais écoute, on y arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être. De travailler pour Quant, par exemple, un moteur de recherche comme ça, qui a fait quand même parler de lui, et Ouais. qui fait toujours parler de lui, qui est ambitieux, moi je trouve. Euh, voilà, on se pose tous les jours en tant qu'SEO, comment fonctionne Google, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, mais en fait, c'est assez amusant. Déjà, c'est une sacrée aventure parce que faut pas oublier qu'une boîte comme ça, hein, c'est d'abord une boîte qui est en mode start-up. Voilà, ils créent quelque chose de nouveau. Ils mettent en place, ils sont audacieux, ils n'ont pas peur. Bon, moi, je fais pas partie de la boîte en tant que telle, donc c'est vrai que pour moi, c'est une aventure. Enfin, je vois l'aventure un peu de l'extérieur, donc c'est intéressant. Et voilà, les mecs sont super motivés, ils y croient, voilà, ils sont à fond dans le projet. Et moi, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils y arrivent. Voilà, d'ailleurs, je les aide au maximum pour ça. Et c'est super intéressant. Et d'un point de vue technique, pour quelqu'un comme moi, il y a vraiment un challenge parce que c'est une boîte qui veut faire un moteur de recherche, c'est pas les premiers. Euh, c'est des gens qui veulent faire ça en France, donc là c'est plus, même s'il y a déjà eu des tentatives, voilà, à ce niveau-là c'est un peu une première, mais surtout c'est des gens qui se sont fixés un but qui est de faire un moteur de recherche qui soit aussi bien que les autres, mais sans traquer les utilisateurs, sans stocker d'informations. Et ça fait que, alors, dit comme ça, on s'en rend pas compte, mais ça veut dire que algorithmiquement, c'est vraiment un vrai challenge, quoi. Il y a des nouveaux algos qu'il faut mettre en place pour ça. C'est plus les mêmes algos pour permettre de réussir à faire de la recherche sur le web quand on accepte de traquer ou quand on accepte de ne pas traquer les utilisateurs. Et donc, il y a un vrai challenge technique et qui, moi, est ce qui me fait vraiment très plaisir. Et pour moi qui étais dans le milieu académique avant, c'est, voilà, quand j'aide à mettre en place un algo, quand j'ai une idée, voilà, elle est déployée, il y a déjà des millions de requêtes par jour, donc ça veut dire que voilà, les algos, ils sont utilisés, et moi, ça me change beaucoup, et c'est ça qui est très différent par rapport à ce que je faisais avant. Même quand on faisait des trucs pour les SEO, voilà, un algo qui était utilisé, c'était utilisé par 10-15 personnes de temps en temps. Là, on parle d'un truc utilisé par des centaines de milliers de personnes en permanence. Ouais, les volumes sont plus conséquents et tout de suite, on peut C'est voir plus de choses, peut-être. intéressant. Ouais, mais c'est ambitieux et puis bon, mine de rien, données utilisateurs qu'on peut pas prendre, c'est comme tu dis que c'est un challenge, mais quand tu vois que Google et les autres Ils sont bah, prêts. se prennent les petits comptes et tout ça, les cookies et tout ça, c'est pas facile, hein. Ok, bon, et du coup, tu organises une, un événement que du web Tout à à fait. Deauville, À Deauville, ouais. Le 4 juin. 4 juin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, je vais peut-être raconter un peu l'histoire. Alors, il se trouve qu'en vérité, moi, je suis à Deauville du 2, 3 et 4 juin, puisque le 2 et 3, on organise avec mes anciens collègues de l'université de Caen une conférence scientifique sur l'algorithmique du web. Donc, il y aura des gens de chez Yahoo, il y aura des gens voilà,
de grands labos français et étrangers qui seront là pour parler d'algorithmique du web. Et il se trouve que moi, on s'est dit, voilà, on a une salle, on a un amphi, on a tout ça, on a ça pendant la semaine. Donc on va rajouter une journée plus pour la communauté francophone qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc les SEO, mais pas que, hein, les web marketeurs, les e-commerçants, etc. Donc voilà, mettre tout le monde un peu ensemble et faire ça dans un endroit sympa, parce que Deauville, en juin, c'est super sympa. Le centre de conférence, il donne sur la plage. Enfin, tu vois, il y a le côté Ouais, les planches, tout ça, là. fun, voilà, c'est magnifique. Et puis, en plus, c'est en Normandie, donc moi, c'est là où j'habite. Donc, bon, je suis pas à Deauville, voilà, je suis à Rouen, mais voilà, faire un truc dans un endroit un peu différent d'habitude. Essayer de faire aussi quelque chose qui, d'un point de vue exposé, soit légèrement différent d'habitude, avec des exposés longs comme d'habitude, mais pas forcément les mêmes intervenants, et puis des exposés courts un petit peu plus étonnants, on va peut-être en parler un peu plus tard. Et puis voilà, faire une journée sympa, quoi. C'était l'idée. Avec l'idée que peut-être, si ça marche, l'année prochaine, de faire un truc un peu plus conséquent, avec bien sûr en même temps la science et toujours le web marketing, etc. Donc faire un truc, un événement de 2-3 jours complet, assez important avec pas mal de monde et tout, quoi, pour rassembler la communauté française, mais aussi la communauté internationale. Enfin voilà, essayer de faire un truc différent. Ok. Et niveau conférence, alors, Alors, on a de quoi? point de vue conférence, nous on a 8 conférenciers qui font ce qu'on appelle des conférences longues ou des exposés longs. Nous, on a voulu commencer fort. Moi, il se trouve que j'ai enseigné, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne. Hein, mes étudiants que j'ai eus à l'origine, qui sont pas beaucoup plus jeunes que moi, en fait, ont beaucoup progressé. J'ai un étudiant, Daniel Chargera, qui, par exemple, lui, il dirige un incubateur de l'EPITA, après une carrière courte, mais on va dire satellitaire en tant que directeur technico-marketing, enfin voilà, des postes comme ça. Et lui, il va parler du gros hacking, voilà. C'est le truc un peu en ce moment Ouais, controversé. on en parle pas mal en plus. Est-ce que c'est une vraie méthodologie? Est-ce que c'est bidon? Est-ce que c'est juste des buzzwords qu'il y a derrière et tout? Lui, il va en parler, il va expliquer ce que c'est. Et je crois qu'il est attendu au tournant par une partie des gens qui sont déjà inscrits, là, qui lui ont envoyé des messages pour le chauffer un peu. Donc voilà, nous, voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est qu'on va faire des trucs, des exposés où il y a un mec qui vient, il a un truc à dire. Ça peut être un truc qui est dans le moule habituel ou au contraire quelque chose qui est un petit peu en dehors de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Et on veut qu'il y ait une discussion entre des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas les travaux des autres, etc. Voilà, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Et ça, c'est l'exemple typique. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. C'est pour commencer la journée en chauffant un peu tout le monde. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté sympa à ça. En fait, finalement, je sais pas si tu suis un petit peu ça, mais le rencard du web, organisé par Pierre et puis Yannick, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a tout le monde qui peut venir, aussi bien des entreprises, tout ça, puis on discute, il y a du partage. Ouais. Donc finalement, tu veux faire ça, mais en plus la conférence, puis Avec, rajouter les cocktails et tout après, et la plage. et la plage. À Annecy, j'ai pas souvent vu la plage. Mais bon, Bon, il y a une petite plage, ouais, mais elle est pas. C'est autre voilà. chose, quoi. Mais ouais, non, non, c'est ça. L'idée, c'est de faire un truc qui mixe vraiment le côté des exposés, mais des exposés en rupture intéressant. Parce que c'est vrai que voilà, dans le circuit de conférences habituel, on retrouve un peu toujours les mêmes sujets, parce que c'est normal hein, aussi. C'est un peu toujours. Ce qu'il faut, moi, ce que je veux, c'est créer de l'interaction avec des nouveaux sujets et des anciens sujets. Et c'est vrai que si on regarde par exemple un autre truc plus typique, le deuxième exposé, parce que j'ai bien sûr, je triche, hein, j'ai le programme sous les yeux en même temps que je parle, voilà, Grégory Castel, qui est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la communauté, hein, qui est dans le numérique depuis, je pense, depuis 95. Il fait des sites web, ils font des sites web beaucoup pour les institutions. Voilà, il va parler de quelque chose qui lui tient à cœur, hein, c'est la visibilité pour le tourisme. Et c'est vrai que lui, il a une approche qui est différente de la nôtre. Il fait pas que du SEO, donc il est dans une optique où sa mission, c'est d'amener des gens dans les hôtels, dans les gîtes, etc., dans les campings. Et donc lui, il a des stratégies qui sont bâties autour de ça. Et donc il va nous expliquer comment est-ce que le digital, ou le numérique, hein, selon ce qu'on veut dire, permet d'aider un métier qui est très ancien et qui a des routines très balisées, etc. Et donc voilà, c'est différent. Nous, d'habitude, dans les confessions, on dit on fait du SEO parce que les gens veulent du SEO. En vérité, les gens veulent pas de SEO. Les gens, ils veulent des touristes dans leur camping. Comment est-ce qu'on fait quand on est SEO, quand on est marketeur pour faire ça? Hmm. Après, même genre, hein, il y a Lydia Arzour qui est beaucoup plus connue dans le milieu SEO qui va faire une présentation.
Moi, je lui ai demandé de la tourner, pas SEO cette présentation. C'est le SEO au service de quelque chose. Donc, ce sera le SEO au service de la stratégie marketing. D'accord, ok. C'est pour montrer, voilà, c'est pas le SEO pour le SEO, c'est le SEO pour autre chose. Alors ça, c'est pour la matinée, hein. Parce qu'après, l'après-midi, on va être plus le SEO pour le SEO. Mais ça, voilà, on commence la journée comme ça. Et à l'intermédiaire de la journée, il y a Eric Léandry, le patron de compte, qui viendra parler des nouveautés de compte. C'est facile pour moi de le faire venir. En Ouais, plus, bien sûr. donc, j'en ai profité parce que je sais que beaucoup de gens sont curieux et voilà. Et après, par contre, l'après-midi, on a des choses plus standards puisque bah, on va avoir Olivier Andrieux qui va venir. Euh, Le on va- pape du référencement. ouais, exactement. Donc, et il va nous faire un exposé qui est plus standard puisqu'il va nous expliquer ce qu'est le référencement, d'où ça vient, où est-ce que ça va dans le futur, etc. C'est un exposé qui est là pour nous, mais qui est là aussi pour les gens qui ne sont pas référenceurs, qui sont dans la salle. Et après, voilà, son exposé sera prolongé par un exposé d'Aurélien Delefos, donc Guaradem, et ce sera l'audit SEO. Donc là aussi, c'est standard. Pour nous, c'est quelque chose d'habituel. Il y a Jean-Benoît qui vient, Jean-Benoît Moins, donc pas jaune, lui, il vient nous expliquer la stratégie des grands groupes. Ok. Et voilà, c'est quelque chose qu'on commence à faire parce qu'il y a beaucoup de très grands groupes qui mettent en place des vraies cellules SEO à l'interne. Donc, il va nous expliquer comment ça se passe, d'ailleurs, à quel point c'est pas forcément facile pour les SEO de rentrer dans les grands groupes et de faire ami-ami avec tout le monde dans la boîte, quoi. Donc, c'est pas facile, et il va nous en parler. Voilà, et puis bon, on a un dernier exposé sur le web spam, ça peut-être on en parlera plus tard. Par contre, pour toujours, dans cette optique un peu d'exposés différents, on fait ce qu'on appelle des exposés flash. Et ça, je pense, c'est le truc qui risque de surprendre les gens. Un exposé flash, la consigne que je lui ai donnée, c'est 7 slides, 7 minutes. Waouh. Et c'est le maximum. En vérité, au début, c'était 3 slides et 7 minutes, mais les gens m'ont dit 3 slides, je peux pas faire, Sylvain, et écoute, Bah, trois slides. Un slide pour la présentation, un slide pour le cœur et un slide pour le merci, quoi. alors voilà, bah, justement, l'idée, c'est d'éviter absolument ça, par contre, c'est de dire un exposé flash, c'est quelqu'un qui a une idée, qui vient et qui dit, voilà, je veux vous parler de mon idée sur tel sujet, j'ai 3 slides qui vous montrent le cœur de l'idée, je vous en parle, vous me posez une question, peut-être deux si le mec parle vite, et après c'est à la pause que ça se passe. Donc l'idée c'est de créer une discussion qui va se prolonger à l'extérieur. Alors pour l'instant tous les sujets n'ont pas été déterminés pour les exposés flash, puisque c'est les gens qui sont inscrits à la conf qui proposent. C'est aussi l'idée pour nous de dire, on a l'habitude, nous, de faire venir des gens qui vont exposer, qui sont des gens qu'on sollicite. Et ça fait un effet réseau. Je me tourne naturellement vers les gens que je connais. Hmm. Et souvent, on nous fait ce reproche d'être toujours un peu entre les mêmes personnes. Donc là, l'exposé flash, c'est une personne qui s'inscrit à la conf. Si elle a une bonne idée d'exposé flash, elle vient, elle a le droit de le présenter, il n'y a pas de problème, qui que ce soit. Et en fait, nous, on ne prend pas trop de risques. La personne, même si elle parle mal, même si son exposé, même si elle endort toute la salle, elle endort la salle pendant 7 minutes. Oui. Voilà, la salle peut survivre. Et en plus, c'est toujours avant les pauses, généralement, donc c'est bon, ça fait une pause plus longue, hein, c'est tout. Mais voilà l'idée. Et là, on a des trucs qui sont plus audacieux et avec des fois des questions très particulières. Il y a une personne qui dit, bah voilà, dit, moi, je vais répondre à la question. Je vais donner ma réponse personnelle à la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du contenu dupliqué qui se positionne mieux que du contenu original? Voilà. En 3 slides, la personne dit, voilà ma stratégie pour ça. Après, il y a des trucs plus étonnants. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire, voilà comment mettre en place une stratégie pour faire du test continu en matière de SEO. Donc pour monitorer en permanence ce qui se passe. Voilà, et donc c'est une idée particulière. Moi, je tenais à ce que les gens aussi qui viennent faire ça ne soient pas là pour faire leur pub, ils sont là vraiment pour présenter une idée sur un truc. Bien sûr, ça leur fait de la pub, ils parlent de ce qu'ils savent faire, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de, voilà, rapidement d'amener quelque chose. Parce qu'il se trouve que dans la communauté, souvent, il y a des gens qui ont des choses à dire, mais pas de quoi meubler 45 minutes d'exposé, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils n'ont pas assez à dire, etc. Là, en 10 minutes, 7 minutes, très exactement, c'est beaucoup plus simple. On peut dire très rapidement ce qu'on a à dire, sans fioriture, et hop, et puis si les gens sont intéressés, la discussion va se créer. Oui, puis finalement, peut-être que il y a un petit peu ça laisse sur la fin en quelque sorte. Donc les gens, ils ont envie d'aller voir la personne ensuite pour parler et pour discuter. Donc ça peut créer des liens. Mm. Alors qu'en une conférence, bah voilà, on est assis, on est devant le truc, ok, d'accord. Puis après on passe à la suivante. Ouais, c'est. Et puis il y a des conférences qui, bien sûr, se prêtent pas à ce qu'il y ait une discussion de ma boule derrière, quoi. Donc Mm. là, le but, c'est vraiment de faire des sujets qui vont. Voilà, qui vont. Oui, c'est un sujet quoi. Il y a pas, c'est pas une conférence sur Ouais. tout un truc. Ouais. Et du coup, t'en as combien ça dans le, enfin, t'en as prévu combien?
Alors, ce sera ou 5 ou 6 parce que voilà, ça va dépendre en fait d'une raison technique liée au traiteur. Voilà. D'accord. Mais en fait, donc il y en aura au moins 5. Et pour l'instant, il y a déjà 3 sujets qui ont été validés, parce qu'au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, voilà, on me propose des sujets et je les valide ou pas. On a eu plus de sujets, bien sûr, qui ont été proposés, mais on les a pas tous validés. Notamment, il y a des sujets qui sont des fois publicitaires. Donc, quand quelqu'un me dit, bah, je vais vous expliquer comment ma société fait pour réaliser tel truc, bah, moi je dis plutôt non. Donc voilà, mais on a des sujets intéressants qui ont tous été proposés par des gens qui sont des professionnels, donc qui ont des boîtes et tout, mais voilà, c'est intéressant. Donc il y a 3 sujets euh, très différents, complètement validés, puisque le troisième, donc par rapport aux 2 autres que j'ai mentionnés, va être sur l'utilisation de techniques issues du machine learning pour le marketing. Voilà. D'accord, ok. Le marketing web, hein, bien sûr. Euh, Oui. et donc voilà, donc c'est 3 sujets différents. Ok, bon, bah c'est. Ouais, moi je trouve ça bien. Parce que du coup, il y aura du partage, je pense. Et ça peut fonctionner. Cette histoire, moi quand j'étais allé au Camp Day, je trouvais que voilà, on participe aux conférences, on parle pas énormément, quoi. Après la pause déjeuner, on parle un petit peu. Finalement, c'est vraiment le soir où on tisse des liens et on parle pas des conférences. On parle d'autres choses, de petites idées, justement. Et plein de petites idées qui fusent partout et souvent on est même séparés. Là, c'est une idée qui va être présentée. Peut-être toute la salle va voir. Et après, tout le monde pourra discuter ensemble de la même chose et donner son opinion. Et on va se retrouver avec plein d'opinions pour le coup. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Merci. Alors, par contre, c'est vrai que le seul truc, c'est que comme nous, c'est sur une journée, voilà, l'effet repas du soir, il est un peu gommé. Faut pas se mentir. Donc, les gens parce que bon, quand les gens s'inscrivent, en fait, au fur et à mesure, on va leur envoyer un mail pour faire le badge, pour toutes ces conneries-là, quoi. Et on va demander aux gens s'ils ils viennent la veille. Et ceux qui viennent la veille, en fait, seront automatiquement invités à venir l'après-midi de la conf iSwag, donc scientifique, qui est en anglais, mais c'est pour voir. Voilà, si les gens sont curieux, ils peuvent venir. Mais surtout au cocktail du soir. Hmm, ok. Et ça, le cocktail, bien connu, ça permet de sociabiliser plus facilement. Donc voilà. Et le soir, nous, à la fin de Que du Web, bien sûr, on sera là et je pense que tous ceux qui seront là seront invités à aller boire un coup ensemble, aller au resto et tout, en mode à la bonne franquette dans Deauville. Pour peu que ça existe, la bonne franquette dans C'est ce que Deauville, j'allais dire. surtout au mois de juin. Mais enfin bon, voilà, on boira plus d'eau que de bière, sinon. Encore que t'en tentes pas au niveau du festival de Deauville en septembre. Mais Donc, par contre, non, ça va être. Voilà, il y aura des occasions de sociabiliser, mais c'est sûr que ça va être plus pendant la journée, parce que voilà, il y en a le soir qui pourront pas forcément rester, je le sais. oui, bah il y en a toujours, hein, de toute façon. Et je sais déjà de sources sûres qu'au moins une bonne vingtaine d'entre nous seront déjà là, seront la veille et resteront aussi le soir. Non, bah c'est bien. Donc de toute façon, il y aura du monde. Voilà. De toute manière, la discussion continue sur le net, dans les blogs et dans les podcasts. Ça, c'est le continue partout. Ouais. Ok. Et donc, t'as une conférence à la fin de la journée Ouais, sur le web spam. tout à fait. Alors, elle en est où cette étude web spam? Ah, ça, c'est la question qui tue, qu'on me pose pas mal en ce moment. Donc, bah, l'étude Web Spam, on l'a lancée il y a 1 an et demi, on va dire, maintenant. Et on devait donner les résultats il y a, je sais pas, 6 mois, un peu plus. Peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé la date. Bon, bah, sans surprise, donc on est très en retard. Mais on est sur la fin. C'est C'est déjà bien. pas mal. Donc, bah, voilà, la dernière conférence de la journée de conférence Que du Web, ce sera par Thomas Largelier, qui est euh, mon ancien thésard pour la petite histoire, mais aussi chercheur à l'université de Caen. Il enseigne là-bas et il fait sa recherche sur place. Et il va présenter les premiers résultats de l'étude. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le 4 juin, vous aurez les premiers résultats de l'étude, c'est sûr. Voilà. Pour dire exactement où ça en est, si on veut savoir de manière micro-locale au moment aujourd'hui, euh, donc à peu près un mois, un peu plus d'un mois de la conférence, les notations sont toujours en cours, même si on a un volume de données qui permet de commencer à voir ce qui va se passer en termes de résultats. Elles sont toujours en cours, les notations, et j'encourage les gens qui veulent faire des notations à continuer à noter, s'ils le souhaitent, au maximum.
Et par ailleurs, on a commencé l'étude des critères techniques du spam, puisqu'on a déjà des notations, etc. Ça permet de voir ce qui se passe. Donc, en fait, après, c'est une question de plus on a de notations, plus on a un truc qui est statistiquement significatif. Mais là, on a déjà pas mal. Et donc, bah voilà, on commence à analyser les critères, donc des critères tout bêtes, hein, par TLD, le spam, par type de site, le spam, par etc., etc. Et puis ensuite, bah, on analyse aussi des critères plus fins sur des densités de mots-clés, sur des caractéristiques des noms de domaine, sur tout ça. Voilà. Donc on est dans les tracks pour présenter les premiers résultats sans aucun problème au moment de la conf. Sachant que, je rappelle, hein, l'étude WebSpam, elle fait un peu plus que le WebSpam, puisque nous, on a choisi de séparer en trois qualités le web. Là où avant c'était spam et pas spam, nous on a choisi de faire spam, faible qualité et forte qualité. Ce qui permet en fait d'avoir une granularité plus fine. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est amusant, dans le dataset, au début, quand on communiquait, on disait aux gens, bah, on voit que le spam, c'est beaucoup moins en termes de pourcentage qu'avant, puisqu'on serait plutôt à 10-12%. Avant, c'était jusqu'à 18% dans certaines études. Et en vérité, ce qu'on voit, c'est que sur le web, le spam, c'est à 10%, on va dire, mais que ce qui fait la plupart du contenu, c'est du contenu dit de basse qualité. Donc, qui englobe en fait le meilleur spam, probablement, et puis une très très grosse partie du contenu web. Le contenu de basse qualité, c'est pour l'instant dans notre dataset, alors je ne l'ai pas sous les yeux, alors je laisse de dire une bêtise, mais peut-être 40 ou 50, 40% ou 50% du web, voire plus. Ouais, c'est pas mal, hein, déjà. En fait, la plupart des gens, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, quand les sites sont vus par des SEO, on a bien sûr un œil complètement différent d'une personne lambda. Par exemple, quand on voit un site de e-commerce, nous, on va tout à fait dire que c'est du spam si on voit qu'il y a quelques optimisations bêtes et méchantes, puis sinon, on aura tendance à dire que c'est un site plutôt de bonne qualité. Le e-commerce, quel que soit le degré de contenu spam, pas spam, etc., la plupart du temps, c'est vu comme un contenu de basse qualité par l'internaute moyen. Et pour moi, c'est une découverte. Je n'aurais pas cru que les gens notaient si mal les sites de e-commerce. Si mal en sens une note si faible. Ouais, je vois bien, ouais. Non, mais enfin, ça m'étonne. Maintenant, c'est vrai que les sites, on peut pas franchement se rendre compte quand on est dans l'univers du web. Parce que moi-même, des fois, je parle à des gens, et ils me comprennent pas. Parce qu'on est tout le temps habitué. On est dans notre jargon, on est dans notre technique, etc., dans notre métier. Et les autres, ouais, sont pas conscients de tout ça. Et pareil, je vois de plus en plus de personnes qui ne savent pas utiliser Internet ou qui savent pas, je sais pas, comment ouvrir un programme. Enfin là, je vais un peu loin, mais il y a des gens, ils ne savent pas ça encore, hein. Et du coup, ouais, le spam, ils savent pas vraiment ce que c'est et ils peuvent pas le définir. Ah oui, oui, Donc finalement, un site, c'est un site, quoi. Je veux dire, c'est une adresse avec quelque chose et que ça soit suroptimisé ou pas. Mais les gens savent dire quand même si... parce que nous, la question qu'on pose pour guider les gens, c'est de dire, est-ce que vous auriez envie de voir ce site-là comme résultat en tapant dans Google quelque chose? Est-ce que ça vous surprendrait de le voir? Ou est-ce que vous n'avez absolument pas du tout envie de le voir ou pensez qu'il ne mérite pas d'y être? Donc voilà, on essaye de guider un peu l'esprit. Par exemple, on voit que dès qu'il y a une pub sur un site aussi, le site est assez mal noté. C'est assez triste de dire ça quand même. Ouais, Le référenceur moyen, il vide la pub. oui, généralement, ouais. Et voilà, et donc, non, les résultats sont, de ce point de vue-là, assez amusants en fait. Assez amusants. Ah ouais. Après, voilà, je veux pas trop dévoiler parce que. Oui, oui, bah sinon après personne va venir le 4 juin, hein. Ah oui, parce que alors là, il y aura des trucs Oui, puis c'est intéressants. incomplet. Enfin, après, il y aura d'autres résultats. C'est les premières courbes, comme tu disais. C'est ça, mais avec des courbes aussi très techniques hein, sur des densités de mots-clés, etc. Ok. Et ce qui font les courbes intéressantes pour les référenceurs, plus que, parce que dire aux référenceurs il faut pas mettre de pub sur un site web, vu que ça n'arrivera pas, voilà, ça n'a aucun sens. Par contre, il y a des trucs plus intéressants sur les proportions d'utilisation des mots rares, etc. Ça, Ouais, ça c'est bien ça. c'est des choses importantes. Et donc à terme, donc il y a cette conférence, mais après, finalement, je pense qu'il y aura un espèce de rapport, un truc comme ça. Après, il y aura un gros rapport, il y aura des articles scientifiques associés, naturellement, puisque c'est avant tout une étude scientifique, hein. Les gens ont financé avec le crowdfunding à hauteur de quelques milliers d'euros. L'enquête coûte plus de 70 000 euros hein, au total, parce que ce qui coûte très cher, c'est les chercheurs qui ont travaillé dessus, dont il faut payer les salaires.
Donc il y aura des articles scientifiques puisque ces gens-là travaillent dans les facs et c'est comme ça qu'ils sont notés à la fin de l'année. Donc il y aura ça, et donc on va avoir un gros rapport, on va faire une série de webinaires sur le sujet. D'ailleurs, pour refaire un coup de pub pour Que du Web, hein, les gens qui s'inscrivent à Que du Web, je l'ai mis sur mon blog, ils ont automatiquement le droit à un webinaire au choix, dans les webinaires des frères Perronnet qu'on a l'habitude de faire. Pour ceux qui n'ont pas contribué à l'étude WebSpam, qui ont automatiquement le droit à ces webinaires, puisqu'ils ont contribué, ils ont le droit de savoir ce qu'ils ont payé. Hein. Ceux qui n'ont pas contribué et qui sont intéressés, bah, voilà, s'ils s'inscrivent à Que du Web, ils auront le webinaire de restitution totale, par exemple, qui risque d'être long. Parce qu'on va analyser énormément de critères. Mais voilà. Bon, après, voilà, hein, il faut y aller. Hein. Ça, des fois, il faut. Mais voilà, on va faire ça. Et je pense que on dévoilera au fur et à mesure les résultats. Alors, pendant l'été, peut-être pas, parce qu'on va prendre des vacances aussi. Mais de septembre à décembre, tout sera dévoilé. Et en décembre, voilà, on bouclera totalement. Et il est probable qu'on fasse à un moment donné, alors plutôt sur Paris, bien sûr, un événement lié à la fin de l'étude WebSpam. Voilà, viendra qui pourra, en fait. Voilà, ce sera ouvert à tous. Oui, ça peut être un truc comme ça, on n'est pas obligé que ça soit non plus énorme. Et ce sera sur Paris. Oui, de toute Voilà. façon, c'est là où il y a le plus de monde et où c'est plus facile d'accès. Hein. Comme ça fera apéro SEO en même temps, etc. Ce sera un truc sympa, quoi. Ouais. Et du coup, bon, cette étude web spam, voilà, elle traite quelque chose. Maintenant, avec tout ce qui a été fait, est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire d'autres choses, à faire d'autres recherches en utilisant déjà les outils que vous avez utilisés pour faire cette étude, notamment Scrappy, c'est ça? Ah, c'est ça. Alors, nous, on a des outils. Il y a deux types d'outils hein, qui sont utilisés. Il y a des outils, enfin, plusieurs types, mais il y a des outils techniques pour résoudre certaines tâches techniques. Puis il y a des outils plus euh, techniques aussi, mais qui ont pour but enfin, on fait du machine learning, donc pour extraire des informations. Voilà, je vais réussir à le dire. Sur les outils techniques, effectivement, la première tâche qui était la plus importante, c'est bien sûr de crawler et de récupérer les données. Et pour ça, on a utilisé effectivement Scrappy. Alors en fait, le crawl, hein, il y a toute une histoire là-dessus parce que c'est là où on a rencontré énormément de problèmes. Nous, on avait écrit notre propre crawler Mhm. qu'on a fait tourner, alors, qui était pas parfait, mais qui avait un avantage, c'est qu'il était extrêmement rapide. Et il avait un défaut, c'est C'est qui plante les PC, les serveurs, etc. donc, nous, notre petit serveur de crawl, on l'a pété avec toutes ces conneries-là parce qu'on a fait chauffer la carte réseau et que le contrôleur de la carte réseau a grillé. Et on a eu plein de problèmes techniques. On a eu des problèmes avec le NAS qui donnait un flux trop fort. Il a fallu changer tous les switches du bureau parce qu'ils n'étaient pas réellement full duplex comme c'était marqué sur la boîte. C'est là où je vois qu'il n'existe pas de boîte qui vend un switch à 50 € efficace. Hein. Si on met 200 €, on a du bon matos, mais à 50 €, on n'a que dalle. Ouais. Ou moins. Enfin, si, ça va pour mettre 3 PC, mais c'est tout. Donc, on a monté une vraie architecture plus robuste et puis on a utilisé un crawler qui est basé sur Scrappy. Voilà. Ok. Alors on a choisi Scrappy au final, pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce il y a énormément de crawlers. Hein. La communauté scientifique utilise plutôt un autre qui s'appelle Wire, qui est écrit en C, ou en C++, pas en C. Nous on a choisi Scrappy parce que Scrappy, en fait, l'avantage c'est que il est facile à utiliser parce que finalement c'est du Python, un langage qui est très très facile à maîtriser. Voilà, sur cette étude de WebSpam, on est plusieurs. Il y a Thomas, il y a Guillaume, donc mon frère, il y a un de Thésard, Jean, enfin, il y a pas mal de monde. Chacun a ses compétences de programmation, etc. Et il fallait trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Et c'est vrai que le C, le C++, voilà, Ouais, c'est c'est pas difficile forcément à appréhender, ouais. bien maîtrisé par tout le monde. Donc on a pris Python et on a fait du Scrappy. Voilà, Python en plus il y a plein de bibliothèques, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut parce qu'il y a Scrappy, mais après pour traiter les pages il y a NLTK, il y a des outils plus pour faire du parsing, pour voilà, extraire les données, pour les. T'as plein de bouquins sur ça, Ah oui, oui. machine learning et tout, des bouquins orange là et noir, je sais plus quoi. Il y a, T'en as à fond. là, je peux pas tourner mon écran, c'est pas pratique, mais là-bas j'ai une bibliothèque, je sais pas, j'ai une trentaine de bouquins sur le sujet, quoi, sur ces trucs-là. Donc non, il y a vraiment plein de trucs agréables. Donc nous, on a choisi Scrappy pour ça. Et en plus, Scrappy, c'est vraiment très très bien fait. C'est super paramétrable, ne serait-ce que pour les règles de politesse, pour pas se faire bannir des sites qu'on est en train de scraper, tout ça. Enfin voilà, ça marche vraiment très très bien.
Donc voilà, on s'est dit, bah, on a tenté une fois notre propre outil et ça n'a pas été idéal. Donc il y a des gens qui ont fait un très bon truc, pourquoi pas le prendre. Oui, bah des fois de toute façon, inventer la roue, c'est peut-être un peu risqué parfois, hein, parce qu'on se prend les problèmes que Ouais, les autres ont rencontrés. tout à fait. Et en plus, moi je dois dire que avant on faisait pas trop de Python, mais depuis on en fait de plus en plus. Et objectivement, tous les outils que je développe actuellement pour faire des preuves de concept pour mes clients en R&D, on utilise du Python parce qu'en fait pour prototyper c'est super rapide et que le niveau de performance et de robustesse est plutôt bon. Oui, bah, moi-même j'ai commencé un peu à l'apprendre. C'est vrai que avec quelques lignes, tu peux faire ce qu'on pourrait faire avec 30 lignes de PHP ou d'un autre langage, tout ce que tu veux. C'est Après, c'est vrai que voilà, ça c'est pour prototyper et puis pour faire pas mal de trucs, c'est pratique. Après, si on veut de la haute performance, on utilise d'autres langages. On va faire du C, on va faire du C++. Il y en a qui font du Java, chacun son Moi, truc. Java, moi j'aime pas. J'ai essayé, j'aime pas. Je suis pas fan non plus, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Après, nous, on s'emmerde pas, hein. Avant, on faisait, je me souviens, il y a quelques années, on faisait du C, du C++, on faisait des interfaces graphiques et tout avec Qt. Maintenant, on fait du Python avec une interface qui est faite en PHP à l'ancienne sur un site web. Comme ça, c'est une interface web. Du Python derrière. Et pour la partie qui doit vraiment dépouiller, ben, on fait du C. Comme ça, ben, voilà, il y a le bon langage au bon endroit. Mais t'as pas de souci avec Python pour tout ce qui est web. Enfin, je veux dire faire. Enfin, tu parles d'une interface, mais faire que en Python, par exemple. Et on parle de Django et toute la clique là, mais Moi, Django, nous, on avait mis en place des sites de questions-réponses pour essayer de surfer sur cette vague-là. À une époque, bon, ça a été un fiasco total, mais on avait utilisé Django. Objectivement, moi, je n'ai pas été séduit. ouais, parce que moi j'ai regardé un peu. J'ai trouvé que c'était une usine à gaz pour en fait pas grand-chose. Euh, alors, après, on peut dire peut-être c'est parce qu'on n'était pas à l'époque assez familier de Python ou qu'on n'a pas bien compris la philosophie du truc. Objectivement, je vois pas bien la philosophie du truc, c'est clair, parce que je vois pas en quoi. Enfin, PHP, c'est sûr, c'est pas terrible comme langage, je peux pas se le cacher, quoi. C'est un peu crade quoi. Mais ça fait le job parfaitement pour le web. Voilà. C'est Donc, vrai. moi, je vois pas l'intérêt trop de s'en affranchir. Par contre, c'est vrai que pour toutes les parties qui sont cruciales ou sur lesquelles on veut plus de performance, bon, bah, qu'il y ait du Python sur le serveur qui tourne, pourquoi pas, hein. Ça, c'est raisonnable. Après ouais, Python, c'est vrai que bah, celui qui veut faire un petit truc sur un hébergement, les hébergeurs, ouais, niveau Python, il faut déjà avoir un serveur dédié quoi. Ouais, ah oui, Un alors petit ça. truc parce que Python c'est pas supporté quoi. Non. Même la version 3, c'est ça, Python 3 je crois. Ouais, ouais. C'est surtout le 2 et le 3, c'est assez rare quoi. Mais de toute façon, dès qu'on arrive à un moment donné où on a des besoins qui font qu'on aurait besoin de Python, bien sûr, il faut un serveur dédié. Parce Oui, que oui, de toute ça, manière, quand tu veux aller vraiment dans des trucs poussés, je pense qu'il te faut pas mal de serveurs même. mais en plus, maintenant, un serveur, ça coûte pas cher. Je pense que la vraie barrière pour avoir un serveur dédié, c'est la compétence de sysadmin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences minimum, qui fait que voilà, maintenir un serveur dédié, ça devient difficile parce que dès que tu as une couille, bah, tu Bah ouais. sais pas faire. Voilà, parce qu'il faut toujours appeler un pote ou machin. Donc si t'as pas de pote, faut payer, donc ça fait vite cher. Et si t'as un pote, il va être vite saoulé, quoi. Donc, Ou sinon après tu t'entraînes sur des petites VM tranquilles. bah, de toute façon, faut apprendre à un moment donné, hein. Oui, oui, bah moi j'ai appris, hein, j'ai appris. Mais après j'ai perdu aussi. Mais ouais, non, c'est sûr, c'est un boulot quoi. C'est un Ouais. boulot, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, même en matière de sécurité par exemple. On peut facilement se faire avoir et notre site il tombe quoi, ou notre projet tombe. C'est compliqué, ouais. Ok, et du coup, bon, si Python c'est bien parce que c'est rapide, par contre ça fait pas tout. Qu'est-ce que tu conseillerais comme langage ou quel langage pour quelle application? Bah, donc, tout ce qui va être faire du front-end, etc., ce sera du PHP, ça c'est sûr. Le Python, ça va être beaucoup pour travailler sur des données, notamment des données texte, parce qu'il y a vraiment des bibliothèques incroyables dessus, et puis pour faire tout un tas d'algos d'apprentissage ou d'analyse de données, qui sont en fait des algos qui, bien sûr, ont besoin de performance à un moment donné, mais qui tournent pas forcément en temps réel, etc. Donc, c'est pas mal. En plus, là aussi, il y a beaucoup de bibliothèques. Et puis après, on rentre plus dans le truc qui nécessite, voilà, ça dépouille, il faut vraiment du calcul lourd. Et là, on rentre dans du truc où on veut de la performance temps réel. Et là, généralement,
c'est le C++, je pense, qui est le plus utilisé, ou c'est Java, ou le C++, un des deux. Moi, je suis en faveur du C++, parce que je vois beaucoup de problèmes à l'utilisation de Java. Mais voilà, je pense que c'est un très bon langage. Après, on parlait de Python, hein, on peut discuter longtemps, hein. Python, c'est interchangeable avec d'autres langages aussi qui sont un peu mixtes, script, pas script, Ouais, etc. tu peux faire des ponts, des trucs comme ça. Voilà, il y a des gens qui utilisent du Ruby, enfin voilà, mais actuellement, en fait, littéralement, Python prend le marché. Donc voilà, il faut aussi être réaliste. À un moment donné, s'il y a un outil qui est utilisé par tout le monde, qui fait suffisamment bien le job, même si, alors, par exemple, Python est pénible à cause de l'indentation, etc., et ben, même si c'est un peu pénible, on prend l'outil que tout le monde utilise parce que sinon, on va passer son temps à développer ce que les autres font déjà. Et c'est complètement débile. Pareil, moi, le C++, c'est pas mon truc favori, je préfère le C. Mais le C++, il y a beaucoup plus de choses déjà développées. Plus de gens s'en servent. Donc, on fait plutôt du C++. Et puis, la syntaxe est peut-être plus facile à manipuler. Donc, voilà. Donc, moi, je suis très pragmatique en matière de programmation. Voilà. Après, bien sûr, on peut faire du Camel, par exemple, pour ceux qui Ou de l'ADA, c'est pas mal aussi. voilà, ou de la Scale. Hop. Ouais, l'ADA, c'est bien pour apprendre, hein. C'est vachement phrasé, hein. Enfin, c'est proche de la langue, quoi. Moi, je suis appris avec Camel, par exemple. Je trouve que c'est super comme langage. Mais Ah, je objectif, connais pas ça. ouais, c'est un langage fonctionnel. Donc, voilà, c'est très particulier. Ça a été inventé par des Français, Cocorico. Et c'est performant, c'est quasiment au niveau de performance du C, je pense. Par contre, voilà, personne s'en sert. Là, tu connais pas et c'est révélateur. Personne ne s'en sert littéralement. Donc, il n'y a rien qui n'est développé en Camel. Donc, si tu veux faire un truc, il faut tout développer. Ouais, ça m'amusait il y a 10 ans, ça m'amuse plus, moi. Ouais. Bah, le Python, moi je trouve que c'est un bon équilibre. Justement, on peut faire beaucoup de choses et ça s'apprend vite, très très vite, je trouve. Là, c'est vraiment bien. Je pense que même il faudrait commencer par ça quand on va dans les. Enfin, ça se fait déjà dans certains lycées et maintenant, pas tous. Commencer par des langages un peu plus difficiles, Java par exemple, ou le Pascal, des trucs comme ça. C'est fini, ça. Mais, Ah, le Pascal? Je sais pas, hein, je suis pas, mais je sais qu'il y avait des potes, qui faisaient ça. bah, à une époque, en fait, on apprenait à programmer en Pascal. Ouais. À la fac, en arrivant, c'était Pascal. Et ça fait, même quand je suis arrivé, c'était déjà plutôt sur la fin, et c'était il y a quelques années, mais peut-être il y a certains endroits qui ont continué après, hein, je sais pas, mais Je sais pas. Dans le coin, en tout cas, ça fait, je sais pas, 4 ans. 3 4 ans peut-être. donc il y en a qui ont continué après, alors, ouais. Peut-être. Bon, après, voilà, c'est les profs, est-ce qu'ils veulent faire ci, faire ça. Et puis il y a le programme derrière, peut-être qu'il change. Ouais. Je sais Mais pas. tu vois, c'est marrant, tout à l'heure en off, on parlait des projets, des trucs comme ça. En fait, c'est un truc, je vais pas penser à te le dire, on va ouvrir un cours de Python en probablement septembre-octobre. Avec D'accord. des collègues de la fac qui veulent faire un cours en ligne et tout. Et donc probablement on va essayer d'ouvrir un système, pas un MOOC, parce que ce sera des petits volumes, parce que nous on ne croit pas en l'apprentissage pour les grands volumes, mais un MOOC pour petits volumes, quoi. Voilà, donc ce sera un HOOC, puisque ce ne sera pas massif, mais pour apprendre le Python. Parce qu'en fait, il faut absolument qu'en France, les gens se forment le plus rapidement possible à Python, sinon on sera à la traîne par rapport à d'autres endroits. Ouais, bah c'est clair, hein. Mais même, je trouve que déjà en France, bon, on a des bonnes idées, je trouve. Mais c'est toujours un peu les mêmes, je Alors, trouve. par contre, les développeurs français sont ultra cotés. Ouais, c'est vrai qu'on les appelle pas mal. Alors, en tant qu'ancien enseignant, ça c'est un truc que je peux dire, c'est que tous ceux qui voulaient partir à l'étranger, par exemple, ont trouvé des postes de développeurs sans aucun souci à l'étranger, plus facilement que les Français qui sont restés en France, qui voulaient des postes de développeurs en France. Là, même en audiovisuel, hein, les trucs comme ça, je trouve on est pas mal, hein. La 3D aussi, on fait appel à nous. Et je pense que dans les disciplines techniques, On est pas trop mal, hein. voilà, on forme bien les gens, Ouais. hein. Et Python, du coup, ton cours en ligne, ça va être quoi? Ça va être apprendre les bases, faire des petits Ça va être programmes. de Python comme quelqu'un qui n'a jamais appris Python, qui rentre à la fac, va apprendre Python. Lui, ça va être sur je sais pas combien de mois, parce que la fac, c'est pas en rythme rapide. Nous, on fera un truc pour que les gens apprennent Python depuis la base jusqu'à écrire des bons petits programmes un peu costauds en quelques mois, en 3 4 mois. Ok. En faisant toutes les... Voilà, c'est un truc impliquant. Toutes les semaines, il faut suivre la vidéo, faire les exercices, rendre les exercices qui seront corrigés. Voilà, quoi. C'est un truc, c'est un vrai cours. D'accord, bah moi je le suivrai. J'ai commencé avec d'autres cours, notamment des trucs en ligne là. J'ai même essayé, comment ça s'appelle, Code Academy. J'avais fait un article sur le blog de Pierre la Narcissique. Bon, j'ai trouvé que c'était barbant à force,
Mais bon, ça peut permettre d'avoir déjà les bases, de comprendre. Euh, mais c'est vrai qu'après, ouais, il faut se lancer, mais tout langage, je pense, pas que seulement Python. Je pense qu'il faut se lancer, se faire un petit projet, et puis s'y tenir, et puis le faire évoluer à la limite, et comme ça, on apprend, bah, on a différentes librairies, des trucs comme ça, Mais c'est bien. c'est marrant parce que moi, j'ai enseigné à beaucoup d'endroits et j'ai enseigné donc à la fac, dans des écoles d'ingénieurs, y compris très prestigieuses, avec un nom en une seule lettre, par exemple, aussi à l'EPITA. Donc, l'EPITA, qui est une école de programmation, enfin, d'ingénieurs maintenant, mais très orientée programmation, on va dire ça comme ça. Donc, je n'y enseigne plus, hein, c'est privé, moi, j'y suis resté 2 3 ans comme prof, c'est tout. Mais ce que j'ai pu voir en voyant tous ces endroits, c'est que le niveau de programmation en sortie, il est directement corrélé au nombre d'heures de pratique des gens. C'est-à-dire la programmation, c'est vraiment typiquement le domaine où tu deviens bon parce que tu en fais beaucoup. C'est un peu comme le sport. Même si tu n'as aucun talent en sport, si tu vas courir tous les jours, tu finis par savoir courir. Il n'y a pas de problème. Après, tu gagnes pas les marathons, quoi. Mais tu sais bien courir. Ouais, ok. Bah, c'est de l'entraînement. Bah, s'il y a beaucoup de trucs comme ça, hein, même la musique. Alors, moi, j'ai jamais fait de musique Bah vraiment. moi je te le dis, batterie, guitare, le chant aussi, tu commences, bah, t'alignes rien au départ, et puis après t'alignes un accord, deux accords, trois accords, ensuite tu fais un son, un artiste, un album, plusieurs albums, puis tu finis par faire une discographie, puis après tu comprends par toi-même certaines choses, et voilà, t'évolues, hein. Et parce que la programmation, c'est vraiment ça. Et c'est vrai, quand je vois des mecs, moi j'ai eu des étudiants, voilà, et ils faisaient 2 heures de TP, de programmation Python dans la semaine, ils disaient, je comprends pas, j'arrive pas à programmer. Et ben voilà, ce que tu fais en 2 heures pendant le TP, en fait, il faut que tu le fasses tous les soirs. C'est ça, à la maison. Et voilà, et si tous les soirs tu fais 2 heures, je pense que c'est pas assez, mais déjà, si tu fais 2 heures tous les soirs, toute la semaine, pendant 6 mois, au bout de 6 mois, tu sais vraiment programmer. Mais les gens font pas leurs devoirs. C'est que les gens sont pas très motivés pour aussi. Ouais, non mais ça, tu veux que je te dise, il y a pas mal de cours et pas mal de cursus qui sont pris par les gens et ils le prennent comme ça, quoi. Ouais. C'est triste d'ailleurs, je trouve. C'est qu'on les dirige en fonction des notes, en fonction de certaines appréciations, tout ça, mais pas une envie. Tu me prends moi à la base, je voulais être quoi? Pyrotechnicien. Ah oui, oui. Le mec qui va foutre le feu partout, tu sais. J'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai fait webmaster. Parce que c'était mes sources, quoi. J'ai beaucoup aimé l'informatique. J'ai fait beaucoup de trucs sur le PC. J'ai découvert plein de choses, plein de gens. Total, maintenant, voilà, vraiment, le référencement, ça me botte, quoi. Et ce qui est marrant en plus, c'est que bah, comme on est amené à traiter avec des clients qui ont euh, des activités diverses, quoi, Mm. bah, on apprend en regardant leur site, on comprend certaines choses et on augmente notre culture générale, je trouve même. Et je trouve ça fascinant. Et on a toujours un truc à faire. On apprend toujours quelque chose. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui disent que le SEO c'est chiant, c'est toujours la même chose, c'est barbant, c'est. Non, on fait plein de choses, c'est large. Et par exemple, ton cas, qui va dans des concepts de fou, il y a du traf, quoi. Ouais, non, non. Franchement, du taf. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Ouais. Mais ouais, bon, après, les gens sont pas forcément. Enfin, tout le monde n'est pas motivé forcément. En plus, il y a de plus en plus de référenceurs, par exemple, faut pas oublier ça. Et donc, il y en a pour qui c'est un boulot comme un autre, hein, maintenant. Ça y est, hein. Ouais. Ça existe. Après, je sais pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'en fonction des discussions que j'ai avec les uns et des autres, il y a une partie des référenceurs qui est, voilà, c'est pas trop où elle est, où il est, c'est un métier, ouais, comme tu dis. Et l'autre partie qui est plus passionnée, qui est plus à même de faire quelque chose, de faire avancer la communauté, etc. De vraiment trouver des concepts, etc. Et ça, par contre, c'est plus rare. Après, bon, Il y a un renouveau dans la jeune génération, hein. Bah, tu as eu Victor, par exemple, en podcast. Victor, Victor, s'il l'entend, il va rigoler que tu lui fasses des compliments comme ça. Mais, Victor, on t'adore, t'inquiète. C'est vrai qu'effectivement, c'est un des jeunes qui est à fond, quoi. Il est au taquet. Nous, il est venu nous voir en formation. Dès le soir même, il était déjà en train de mettre en place des trucs et tout. Voilà. Et on en a plein comme ça. Je pense à lui parce qu'il est venu au podcast, hein. Attention que personne ne soit vexé, il y en a d'autres. Mais il y a beaucoup de gens, et souvent plutôt dans les jeunes. ouais. Des gens qui, voilà, qui ont autour de 25 ans max et qui sont à fond parce qu'ils sont vraiment passionnés.
Après, oui, t'as ça, mais dans le podcast de Marie, par exemple, je crois que c'était Marie, on parlait des jeunes qui avaient du mal à pas se faire une place, mais à devenir les piliers de la communauté. Tu vois, c'est tout. Elle disait, oui, c'était Marie, sûr. Elle disait, on voit toujours les mêmes têtes, en quelque sorte. C'est vrai, mais c'est quand que, en quelque sorte, le mentor du jeune, bah, il devient mentor de quelqu'un. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes pour qui, bah voilà, bah, je dis c'est mes mentors, c'est avec eux que j'ai appris le référencement, c'est grâce à eux que je me suis lancé là-dedans, etc. Mais quand est-ce que je vais me lancer et me dire voilà, je vais former quelqu'un? Hmm. Alors j'ai des gens qui viennent, hein, m'envoient des mails, des choses comme ça. Mais en soi, de là à écrire un bouquin, de là à faire une conférence, à faire des trucs comme tu fais ou autre, bah c'est pas encore le moment pour moi, tu vois. Même Mais, si j'essaye de faire des choses, tu vois, le podcast en est un exemple. Mais mais je ouais, pense que j'aimerais que ça, ça la transition se fasse. ça vient aussi, alors après, ça fait un peu vieux con ce que je veux dire, mais je veux dire, l'expérience et l'âge joue beaucoup parce que le fait d'être visible, par exemple, c'est pas lié que au niveau. C'est pas lié que à ce qu'on sait faire, c'est aussi lié à la capacité à se mettre plus en avant, etc., qui est un truc qui n'est pas du tout lié au référencement. Et on a plutôt tendance, je pense, à y venir en vieillissant. Tu vois, on a une autre, voilà, on arrive plus à se mettre en avant, etc., naturellement aussi. Je pense qu'il n'y a pas que le côté je pense qu'il faut plus, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui font d'ailleurs, même on peut être moins bon et savoir bien se mettre en avant, savoir faire de belles présentations, ce qui fait d'ailleurs qu'on est aussi utile à la communauté. C'est un peu comme toujours l'histoire dans les facs entre qui est bon prof, qui est bon chercheur. Les meilleurs profs sont pas forcément les meilleurs chercheurs, même si ça peut être le cas, mais parce qu'il y en a qui ont au bout d'un moment une capacité naturelle plus à transmettre et tout. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est plus dur, parce que quand on a 23 ou 24 ans, se mettre en avant, parler à une conf, faire entendre sa voix, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément bien faire. D'ailleurs, aussi, il y a un problème toujours, c'est que même si on est dans une communauté raisonnablement jeune, voilà, on écoute plus facilement un vieux qu'un jeune. Hein. C'est terrible, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai. Et donc, moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert dans la communauté scientifique quand j'étais plus jeune, d'ailleurs. Parce que c'est pareil, hein, dans la communauté scientifique, en pire, parce que les gens sont plus vieux en moyenne. Et donc, je pense qu'il y a ces côtés-là. Et devenir mentor, c'est pareil. Les gens ont tendance, voilà, il faut. C'est pas que parce qu'une personne est bonne qu'on va avoir envie de se former auprès d'elle. C'est aussi parce que elle est capable de mettre en confiance, de faire avancer, etc., Il etc. y a une personnalité, il y a Voilà, un truc derrière, quoi. que le fait, voilà, quand on est un peu plus vieux, qu'on a déjà fait plus ses preuves, qu'on a bien marché, je pense qu'on projette aussi une certaine confiance. Et les gens sont attirés par cette confiance qu'on protège, ouais, qu'on propage vers l'extérieur et tout, quoi. Donc je pense que c'est plus que le niveau technique. Sinon, il y a des jeunes qui mériteraient déjà d'être visibles partout. Mais ce qui leur manque plus à tous ces jeunes-là, c'est, ou des moins jeunes aussi d'ailleurs qui peuvent être dans le même cas, c'est voilà, c'est quand ils arrivent sur scène à un endroit, les gens se taisent et les écoutent. Même s'ils racontent des conneries d'ailleurs. Oui, il faut pas en avoir peur. Moi-même, tu vois, avant, c'est vrai que ma hantise dans les podcasts, c'était de dire une connerie. Mais tout le monde en... Alors j'en ai fait en SO, mais j'en ai fait avant aussi. J'avais tout le temps peur de dire une connerie, quoi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, non. C'est pas grave, tu te reprends ou quelqu'un te mettra un commentaire négatif, bah tu y réponds et puis t'admets, voilà, t'assumes. Tu Faut pas non plus abaisser son froc, mais voilà, il faut. Et tu vois, regarde, quand on pense aux plus grandes gueules qu'il y a dans le référencement, je pense à Marie, je pense à Laurent, je pense à ces gens-là. Je veux dire, voilà, quand on leur dit tu racontes une connerie, bon, ça peut être un peu tendu. Mais si c'est vrai, il n'y en a aucun qui va dire que c'est pas vrai. Il va dire c'est vrai. Il va dire c'est vrai, je suis désolé, j'ai dit une connerie et tout. Il va le dire avec plus ou moins la classe, mais il va le dire, tu vois. Oui, il faut être diplomate, Et, faut et, être. ouais, je fais pareil. Et c'est normal. C'est normal de dire des conneries. C'est normal. On n'est pas toujours au top non plus. Je veux dire, si tu viens à tous les SEO campus, tu t'apercevras que ceux qui parlent le matin après le repas cocktail du soir, leurs confs sont rarement au top. Mais en fait, tout le monde s'en fout un peu. Voilà, donc c'est normal. C'est normal de. Voilà. De toute façon, on est que des hommes, hein, pas des machines. Hein. Oui, bah ça c'est clair. Mais voilà, et donc après, bah, il faut se prendre en main. Après, par contre, il y a un effet qui est dur dans la communauté, qui est l'effet réseau. Ça, par contre, ça c'est complètement différent. Et là, c'est beaucoup plus dur à passer à travers. Parce que ceux qui sont pas insérés dans des bons réseaux, je pense qu'ils rament plus que les autres.
Et Faut voir, ouais. Il y a toujours ce cercle privé, puis le réseau, ouais, t'en as différents. bon, on sait bien comment ça se passe, hein. C'est les gens qui se voient plus en vrai ont plus tendance à travailler ensemble. C'est normal. Oui, logiquement. Ouais. Ouais, ouais. Et Bon, avant, c'était annulé par les forums qui ne marchent plus. Parce que les forums, ça marche plus sur le web. bah ouais, c'est sans perdition, c'est clair. Ouais. C'est Mais clair. Sauf les forums bah, d'entraide basiques, les sujets généralistes. ouais. Mais sinon, ouais, c'est spécialisé, ça marche pas. Ça s'en va. Les gens préfèrent se voir. Ouais. Ou les mails, ou discuter par téléphone. Ils apprennent sur internet, puisqu'il y a déjà une grande quantité d'informations. Et, Donc ils font des recherches. Ils commencent à peut-être finalement à comprendre comment on se sert d'internet. et puis, toute la discussion plus amicale qui se faisait avant sur les forums se fait sur Twitter beaucoup aussi. Ouais, ouais. Mais les réseaux sociaux ça marche bien. C'est vrai que on a toujours des bons plans qui sont postés sur Facebook ou des commentaires, des trucs comme ça. Twitter aussi, bon, même si je trouve que c'est un peu plus professionnel déjà, mais ouais, c'est clair que ça a changé un peu la face du monde, hein, mine de rien, Ouais, moi je pense. tous ces trucs-là. Bon, je vois qu'on est à 51 minutes et quelques. On va s'arrêter là alors. C'est un format 40. Donc, est-ce que t'as un dernier truc que t'aimerais dire, à part venir au Que du Web le 4 juin? Et regarde, je vais faire mieux que ça, même avec le code de réduction Normandie, tout en minuscule, pour payer Je 20 le euros. marquerai dans le post. Non, bah non, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais d'abord te remercier bah, de m'avoir permis de parler de que du web, puis de la discussion, qui était super sympa. Ouais, bah merci à toi d'être venu. Des très bons podcasts. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, je n'ai rien de plus à dire. Ceux qui ont des questions à poser, pour quoi que ce soit, Python, tout ça, machin. Moi j'en aurais, moi. J'en Ouais, aurais, euh, probablement. voilà, c'est facile de trouver mon mail hein, sur le web. Ouais, on doit partout. Vous utilisez Quant, vous trouverez facilement ma page avec mon adresse email. Allez hop, la pub pour le copain. C'est ça. Ok, bon bah écoute, je te remercie d'être passé. Je te dis à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain podcast, le 11e. À très bientôt. Ah, Ciao, ciao. salut.